un aspect clé et un aspect que je défends beaucoup avec mon équipe, c'est ouvrons nos roadmaps, essayons d'être le plus transparent possible Ah, ok. et avoir le plus de souplesse possible sur la priorisation. On a forcément des convictions fortes côté Mhm. produit sur qu'est-ce qu'on doit prioriser en premier, mais aussi on va dire que on peut composer avec les équipes sales qui ont la meilleure vision du business possible. Bonjour à tous, bienvenue dans Product Leader Stories. Product Leader Stories, c'est la web-série qui vient se plonger dans l'univers des plus grands leaders du product management au sein des plus belles organisations françaises. Durant 1 heure, je vais avoir le plaisir d'interviewer les plus grands leaders du produit qui vont présenter leur vision, leur parcours, leurs enjeux d'aujourd'hui et de demain ainsi que leurs challenges. Je suis Martin Cantonloga, CEO et cofondateur d'Upvisory. Upvisory, c'est une agence conseil spécialisée dans le product management et l'accompagnement produit des grandes organisations. Notre mission, c'est de transformer ces organisations et faire de leurs produits digitaux de véritables succès. J'espère que ces témoignages vous inspireront. Et maintenant, place à l'épisode. Bonjour à tous. David, merci d'être présent et d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui pour venir témoigner un petit peu de ce que tu fais. Bon, la première question est la question habituelle pour que tout le monde apprenne à te connaître. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es? Déjà, merci pour l'invitation. Très succinctement, moi c'est David, je suis Deputy CPO à la centrale. Ça fait à peu près 1 an que je suis arrivé à la centrale. Avant d'être Deputy CPO, j'ai un background technique. J'ai commencé plutôt dans la partie engineering et progressivement, au fur et à mesure de mes aventures dans le digital, j'ai migré vers des rôles de product manager et j'ai essentiellement travaillé dans des marketplaces. Ce qui fait que de manière peu originale, en fait, je suis arrivé à la centrale il y a un peu plus d'1 an. Chouette. J'ai eu beaucoup d'invités récemment là, qui ont fait de la tech avant de faire du produit. Euh, Toi, comment tu vois les choses? Est-ce que c'est un passage facilitant? Est-ce que c'est un passage aussi où il y a des ornières ou peut-être des biais? Voilà. Comment tu vois le sujet du background tech dans des product people? C'est marrant parce qu'il y a quelques années, je me serais présenté comme quelqu'un ayant un parcours un peu original pour arriver dans le milieu du produit. Et en fait, je pense qu'on est tous à avoir des backgrounds différents dans le product management, ou ceux qui ont fait des métiers en relation avec le product management. Il y a des gens qui viennent plutôt de la partie business, il y a des gens qui viennent plutôt de la partie engineering, il y a des gens qui viennent plutôt de la partie user experience. Et plein d'autres choses. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas vraiment de parcours très original pour arriver dans ce métier-là. Parce que déjà, à mon époque, il n'y avait pas vraiment de formation de product manager. Donc, on va dire que c'est une des portes d'entrée, c'est d'arriver par la technique. Mais finalement, je n'en connais pas énormément des product managers qui sont vraiment des purs techos pendant des années et qui ont changé. Mais je vois ça comme une des composantes de notre métier et peut-être un atout. Alors ça peut être un atout comme une faiblesse, mais pour moi je le voyais plutôt comme un atout pour développer mes compétences en tant que product guy. Ouais, du coup, peut-être ça facilite ta relation avec l'engineering ou un CTO par exemple, non, j'imagine. Avec l'engineering, évidemment, quand j'étais plutôt product manager avec mon équipe, Bien sûr. etc., vraiment, c'était vraiment des très bons potes, mes devs. Et du coup, on avait une relation un peu spéciale Ouais, avec eux parce qu'on parlait un peu, je parlais leur langue ouais. et j'étais capable aussi de faire la traduction avec des équipes plus business. Donc, pour moi, c'était un atout, c'est comme ça que j'ai utilisé cet atout. Et aussi, peut-être en termes de créativité, euh, quelquefois, ça peut être quelque chose qui me contraint parce qu'on voit tout de suite les contraintes techniques. Mais moi, je l'ai plutôt utilisé comme un atout en termes de créativité pour me dire, en fait, il y a des outils techniques qui me permettent de réaliser ces features. Donc peut-être qu'en fait, on est capable d'aller plus vite, peut-être qu'on est capable de développer de nouvelles fonctionnalités auxquelles on ne pensait pas. Et c'est comme ça que moi, j'ai utilisé cet atout-là pour développer ma carrière. Ok. Peut-être une dernière question pour toi. Il y a quand même un fil rouge sur les marketplaces. Est-ce que, Mhm. voilà, question de curiosité, est-ce qu'il y a une explication? Est-ce que c'est Euh, le fruit du hasard? ouais. Oui, je crois que c'est le fruit du hasard, pour être tout à fait honnête. J'ai commencé plutôt ma carrière dans la presse en ligne. Et en fait, même dans la presse en ligne, il y avait déjà un peu cette composante marketplace, parce que la presse en ligne, ça aussi, ont aussi souvent des petites annonces, choses comme ça. Donc, forcément un sujet qui me parlait. Et de fil en aiguille, les jobs auxquels je postulais étaient malgré moi de la marketplace. Et c'était, enfin, à l'époque en tout cas, c'était
beaucoup de startups qui se lançaient là-dessus, se lancer sur un modèle marketplace parce qu'il y avait beaucoup de choses à digitaliser sur cette partie-là. La centrale étant à la base un journal papier que nos parents utilisaient pour acheter et vendre des voitures, et la digitalisation de ça, c'est la marketplace aujourd'hui. Et du coup, de fil en aiguille, je suis tombé là-dedans et j'aurais pu tomber dans d'autres domaines. C'était pas forcément quelque chose qui m'animait au départ, mais voilà, c'est comme ça d'avoir plusieurs expériences dans la marketplace. Ok, très clair, et c'est une bonne intro. Du coup, aujourd'hui, tu le disais, tu es député CPO à la centrale. Qu'est-ce que la centrale? Tu as un petit peu introduit le sujet, mais peut-être pour ceux qui connaissent moins cette industrie, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la centrale? Un petit peu comment tu t'es retrouvé aussi CPO de cette entreprise? Et également, nous expliquer un petit peu comment vous êtes organisé autour du produit sur cette marketplace. La centrale, pour ceux qui ne connaissent pas, et l'avantage quand je parle de la centrale, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent. Même quand j'en parle à mes parents, ils savaient tout de suite ce que c'était. C'est une marque qui existe depuis quasiment 60 ans, si je me trompe pas, 55 ans peut-être. La centrale, c'est une plateforme qui permet d'acheter et de vendre des véhicules en ligne, surtout des véhicules de seconde main, voilà, qui sont vendus soit par des vendeurs professionnels, soit par des vendeurs particuliers. Et l'idée de la centrale, c'est ce core business-là, mais c'est aussi plein de services connexes qui vont autour sur comment on accompagne l'acte d'achat et l'acte de vente de nos utilisateurs. Ok. Et du coup, comment, fil en aiguille, tu t'es retrouvé CPO de cette organisation? Du fait de mon background dans les marketplaces, t'étais plutôt sur des marketplaces qui étaient plutôt au début chez Vite Dressing, qui était une marketplace de vente de vêtements entre particuliers, dans lequel il y avait aussi quelques professionnels. Ensuite, j'ai rejoint Le Bon Coin, pas du tout sur le secteur automobile, mais aussi une marketplace. Et du fait de cette expérience, c'est comme ça que j'ai rejoint la centrale en tant que deputy CPO. Voilà, et du coup, Thomas, qui est le CPO de la centrale, m'a dit voilà, moi je cherche quelqu'un pour être mon bras droit, qui a un background dans les marketplaces, qui a un background solide en product management, et du coup c'est comme ça que j'ai rejoint l'aventure. Excellent, excellent. Et du coup, aujourd'hui, l'organisation du mode produit chez vous et peut-être tes grandes missions, est-ce que tu souhaites opérer à la centrale? On a une organisation assez classique finalement en feature team avec un pairing tech et produit assez fort pour gérer ces feature teams, des feature teams qui sont découpés en fonction de nos objectifs produits et des artefacts techniques. On va dire rien de très original par rapport à ce que j'ai connu par le passé, mais en tout cas une organisation qui est somme toute classique dans le digital. Et peut-être une petite particularité, c'est qu'on est découpé en deux grosses tribes, on va dire. On les appelle pas comme ça en interne, mais ça pourrait ressembler à des tribes. Et une qui est plutôt focus sur nos vendeurs professionnels, donc ce qu'on appelle plutôt B2B, et une autre qui est plutôt focus sur la partie consumer facing. Voilà. Et moi, je suis plutôt spécialisé sur la partie consumer facing. Ok, grand public. Ok, voilà. Très clair. Ok, super clair. Peut-être est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les enjeux du marketplace, parce que c'est un produit particulier, voilà, une interface côté vendeur, une interface côté acheteur. Voilà, aujourd'hui, quand on est à la centrale, comment on se positionne, c'est quoi les grands enjeux produits autour d'une marketplace de ce type-là? Déjà, je pense que le concept de la marketplace, tout le monde l'a un petit peu en tête, mais peut-être juste de le rappeler. L'idée, c'est une plateforme de mise en relation. On essaye de mettre en relation des acheteurs avec des vendeurs. Et souvent, dans le milieu de l'automobile, quand on est acheteur, on est souvent vendeur, on a déjà à part si on recherche son premier véhicule. Donc voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Et peut-être la particularité de d'une marketplace automobile, c'est qu'on est sur des achats sur des temps assez longs. Finalement, on renouvelle pas son véhicule tous les 4 matins. Donc dans les autres marketplaces que j'ai connues, c'était des problématiques assez différentes parce que c'était des achats, on pouvait avoir des gens qui faisaient des achats récurrents tous les mois sur ces marketplaces-là, alors que sur l'automobile, on est vraiment sur des temps longs. On est en recherche de renouveler sa voiture et du coup, on peut être acheteur comme vendeur. Et ce qu'on essaie à la centrale, en tout cas, c'est d'adresser ces deux parties du parcours. Et du coup, tu l'as un peu introduit, il y a un enjeu chez vous de transférer les acheteurs en vendeurs, parce qu'effectivement, on achète un véhicule, un jour, on est peut-être amené dans le cycle de vie à le vendre.
Est-ce que c'est un enjeu pour vous de fidéliser et de faire un peu pivoter acheteur-vendeur comme Ouais. ça les rôles? Tout à fait. On va dire dans les segments d'utilisateurs qu'on a, on a des primo-accédants à l'automobile, donc ceux-là n'ont pas n'ont pas de véhicule à vendre, mais dans l'immense majorité des cas, ces acheteurs sont aussi vendeurs parce qu'ils souhaitent renouveler leur véhicule. Donc le cas classique, c'est il va en concession et il essaye de renouveler son véhicule par un véhicule neuf ou un véhicule de seconde main, et du coup, comment il se débarrasse ou comment il récupère de la valeur résiduelle de son véhicule. Il s'adresse à un concessionnaire, mais il peut aussi le faire sur la centrale avec des offres qu'on a développées qui permettent soit de vendre son véhicule en ligne comme n'importe quel vendeur, ou d'avoir un rachat express avec un vendeur professionnel partenaire. Claire, peut-être un enjeu des marketplaces, je ne vais pas t'emmener dans un terminé, mais c'est la notion aussi de marge, parce que on apporte un service, mais on n'est que sur le service, c'est pas sur, vous n'êtes pas constructeur automobile par exemple, et du coup j'imagine qu'il y a un enjeu pour vous héroïste assez fort et assez prégnant. Comment vous assurez de maximiser à la fois le service et la création de valeur pour vous et pour in fine vos utilisateurs? Ouais. Évidemment, et je pense que là, l'automobile, on est dans une position assez confortable sur la création de valeur. Ouais. Pourquoi? Parce que en fait, la centrale, c'est une marque très forte. Voilà, je pense qu'elle parle à quasiment la majorité des Français. Ouais. On a une grosse notoriété. Et tous les professionnels de l'automobile, ils ont envie d'être visibles sur la centrale de façon à vendre plus efficacement, mieux, au meilleur prix, leurs outils. Et c'est comme ça que le core business, on va dire, de la centrale, c'est de donner de la visibilité à ces vendeurs professionnels et du coup d'être cet apporteur d'affaires. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on monétise cette visibilité auprès de nos vendeurs professionnels. On a plein d'autres services additionnels, et donc du coup, pour aller chercher de nouvelles revenue lines, on essaye de développer des services connexes. On monétise aussi cette visibilité-là, enfin cette audience-là qu'a la centrale. Du coup, c'est comme ça que en fait, la centrale est une entreprise rentable depuis plusieurs années maintenant. Et est-ce que sur l'aspect justement monétisation, vous jouez un rôle, parce que comme tu dis, vous êtes quand même en position de force sur le marché, donc est-ce qu'à un moment, un peu, je sais pas comment vous positionnez par rapport à un Argus historique qui définissait les cotations des prix, est-ce que là-dessus aussi vous êtes force de conseil, vous jouez, parce que vous avez tout l'historique, j'imagine, des prix, si je vois un modèle de véhicule particulier, la cote, c'est quasiment, c'est dans l'ADN aussi de la centrale. On l'appelle un peu l'Argus dans le langage commun, et en fait l'Argus et la cote ont été créés à peu près en même temps. Et c'est vraiment un asset fort de la centrale. Donc à l'époque, c'était un peu plus artisanal que ça l'est aujourd'hui, à l'époque de l'IA, à l'époque du machine learning, etc. Et du coup, on a des modèles qui nous permettent de prédire très finement le prix d'un véhicule. Mais voilà, par rapport à l'Argus, c'est aussi l'une des grosses propositions de valeur, et ce pourquoi des utilisateurs viennent nous voir et pourquoi on a une grosse audience, c'est parce que aussi on est capable de donner un prix pour le véhicule qu'on possède et pour le véhicule qu'on va acheter, et d'estimer si ce prix est bon ou dans quelle fourchette il est bon. Donc c'est un indicateur essentiel, et c'est un élément essentiel de notre proposition de valeur à la centrale. Claire, aujourd'hui, comment se positionne le product et les équipes produits? Tu parlais de nouvelles fonctionnalités, nouveaux services. Je ne veux pas que tu révèles de secrets de chapelle aujourd'hui, mais voilà, aujourd'hui, quel est le poids de l'équipe? Comment le produit interagit peut-être avec les autres composantes, les autres services de l'entreprise? Voilà, comment tu le positionnes et tu le places dans la stratégie peut-être de la centrale? Évidemment, je pense que je suis là pour vous dire que le produit a un rôle essentiel dans l'organisation de la centrale, et que sans le produit, rien ne serait possible. Néanmoins, en fait, c'est une équipe qui est à la frontière de plein de composantes en interne dans l'entreprise. On pense évidemment à la tech, on en parle au début de la session. Voilà, produit, tech et data, c'est 80 personnes sur une entreprise de 250 employés, donc c'est vraiment le cœur du réacteur. Mais l'autre cœur du réacteur, c'est aussi les sales, enfin la partie business de la centrale, et c'est une entreprise qui est très performante sur cette partie-là. En tout cas, un acteur essentiel dans les prises de décision que la centrale a, dans les priorisations qu'on aura sur le produit, etc.
Top. Et tu me disais que la centrale, c'est aussi une culture voilà, business forte, très sales-driven. Souvent, parfois, il y a des injonctions contradictoires Ouais. entre le sales qui veut absolument vendre les produits et la logique produit qui est plutôt parfois une logique d'homogénéisation pour globaliser voilà, des modes opératoires. Là où un sales va essayer de faire une vente unique adaptée à un client. Comment on gère ça? Comment on opère? Est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as des bonnes pratiques aussi à partager pour savoir interagir et opérer avec des équipes de vente qui ont parfois du poids? Je sais que chez certains de mes clients, c'est une difficulté à gérer, euh, Ouais. voilà, des symétries à trouver là où il n'y en a pas forcément. Ouais, tout à fait. Tout simplement parce qu'on représente des parties différentes du business, et en particulier pour mes équipes qui sont plutôt consumer facing, Eh oui. voire focus sur l'acte d'achat, enfin l'acheteur qui arrive sur la plateforme. Le sales qui représente très souvent le vendeur et le diffuseur d'annonces sur la plateforme, forcément a des intérêts qui sont parfois pas les mêmes. Et l'idée, je pense, pour gérer ça bien, c'est que justement on se mette au même niveau de discussion, et qu'on partage ensemble qu'est-ce qui pourrait apporter de la valeur, en fait, aux deux acteurs. Et souvent, on se rend compte qu'il y a énormément de choses qui nous arrivent des équipes sales qui, en fait, auraient de la valeur pour les acheteurs. Et c'est de trouver un langage commun, parler de ROI commun, parce que ils ont côté sales et côté vendeur, ils ont aussi tout intérêt de recevoir des leads et des contacts de qualité. Donc si on leur envoie des leads de qualité, c'est qu'en fait on a donné une bonne vision de leur véhicule, on a apporté le niveau de confiance qu'il faut pour pouvoir rentrer en contact. Donc on va dire que l'idée, c'est de trouver ce langage commun. Et à la centrale, je pense qu'on a cette chance-là, c'est que on arrive à trouver un langage commun, et on arrive à parler ROI ensemble, et qu'on a le support du COMEX pour dire, voilà, si je dois prioriser quelque chose, je prioriserai en fonction du sujet qui m'apportera le meilleur ROI, etc. J'ai le sentiment que les priorités, elles deviennent claires quand on arrive avec ce langage commun. Un aspect clé, et un aspect que je défends beaucoup avec mon équipe, c'est ouvrons nos roadmaps, essayons d'être le plus transparent possible, et avoir le plus de souplesse possible sur la priorisation. On a forcément des convictions fortes côté produit sur qu'est-ce qu'on doit prioriser en premier, mais aussi on va dire on peut composer avec les équipes sales qui ont la meilleure vision du business possible, et trouver ces compromis. Et souvent, on arrive à faire de features qui sont proposées par les sales, peuvent parfois sembler des ego features pour nos vendeurs professionnels. On arrive à les transformer en features qui apportent de la valeur aussi pour nos consumers et pour nos acheteurs en particulier. Ok, donc vous arrivez quand même à partir de leurs besoins et les challenger là-dessus. Chouette, c'est intéressant le retour sur la transparence des roadmaps, peut-être modifier le niveau d'attente, etc. Est-ce qu'il y a d'autres pratiques, product, peut-être que tu as adapté au Made in la Centrale aussi sur tes expériences précédentes et qui sont liées à votre modèle économique, à cette orientation sur le business? Il y a, pratique product, il y a, je sais pas si je l'appellerais pas pratique product, mais quand je suis arrivé à la centrale, il y avait un rituel qui était assez fort, qui avait été mis en place déjà depuis quelques trimestres, sur lequel j'ai vraiment contribué à apporter encore plus de légitimité, on va dire. C'est que c'est un rituel qu'on fait tous les quarters, dans lequel on réunit tout le monde pour affiner notre vision de ce qu'on va développer dans le quarter suivant. Ça ressemble à ce qu'on appelle le PI planning ou quelque chose comme ça, mais on l'a adapté à la centrale, on l'a appelé le quarter planning. Et l'idée, c'est de réunir tout le monde, d'arriver préparé, mais aussi d'arriver à fournir une transparence sur qu'est-ce qu'on va embarquer, qu'est-ce qu'on est capable d'embarquer, comment gérer les dépendances, et créer une unité sur la visibilité de qu'est-ce qu'on va faire sur le prochain quarter. Et ça fonctionne très très bien à la centrale. Je pense qu'aussi on a la bonne dimension pour ce genre de projet, et ça, c'est vraiment un gros win, et tous les quarters, c'est un gros succès. C'est une pratique produit qui fonctionne bien, en fait, en tout cas. Ok, chouette, intéressant. Et peut-être sur les éléments, parce que j'imagine que c'est
histoire continuelle, que tu souhaites renforcer, que tu souhaites améliorer, que tu souhaites poursuivre. Voilà, où est-ce que vous en êtes dans votre pratique du produit et où est-ce que tu te dis qu'il y a encore des choses à aller chercher pour être encore plus pertinent? Il y a tellement de choses. Mais on va dire que comme on est dans une entreprise qui a une culture qui est très drivée par les équipes sales, je trouve qu'on pourra avoir une meilleure attention sur les feedbacks que nous apportent nos clients finaux et nos acheteurs en particulier. Et là, forcément, on a de la matière. On a énormément de retours, on a un service client très performant qui traite énormément de demandes de nos vendeurs ou de nos acheteurs. Et on se dit, en plus, avec bien équipé, avec de l'IA, etc., on pourrait être encore plus performant à bien écouter nos utilisateurs et pour développer les bonnes features, ou en tout cas et avoir les feedbacks le plus rapidement possible. Ok, intéressant. Et là-dessus, est-ce que c'est un vœu ou au contraire, parce que il y a un acheteur, il y a un vendeur, est-ce que c'est un vœu d'être équilibré entre les deux? Est-ce que vous avez une stratégie aussi côté produit de peut-être chouchouter l'une des deux parties et vous savez que naturellement la deuxième va suivre? Voilà, c'est quoi est-ce qu'il y a un parti pris là-dessus ou pas forcément? C'est une question légitime dans les marketplaces. Ouais. Je pense, est-ce qu'on se focus sur la supply ou est-ce qu'on se focus sur la demande? Exactement. Et en fait, c'est toujours un équilibre assez délicat à trouver. Je pense que ça dépend aussi du milieu dans lequel on est. Dans l'automobile, on n'a pas une réponse magique à ça. Ce qu'on sait, c'est par contre, on est guidé par des North Star, des métriques qui nous aident à prendre ces décisions. Et notamment pour les équipes consumer facing, enfin pour les équipes acheteurs que je gère particulièrement. On va dire que être le meilleur des apporteurs d'affaires du marché, c'est ce qui nous importe. Donc générer le plus de leads, de contacts, voire même de transactions pour nos vendeurs, c'est ce qui nous importe, c'est ce qui nous anime. Et après, on décline ça en plein de sous-KPI qui sont censés soutenir ça. Et voilà. Ok. Le marché auto et le marché même de la mobilité, je dirais plus largement, c'est un marché qui bouge beaucoup quand même ces derniers temps. À quel point vous êtes impacté, vous l'appréhendez aussi dans vos arbitrages, tu vois, je pense au passage à l'électrique avec plus ou moins des aides gouvernementales là-dessus, la mobilité multimodale, le covoit, est-ce que c'est des sujets sur lesquels vous penchez qui peuvent être peut-être des menaces ou au contraire des opportunités pour vous? Je connaissais pas le milieu de l'automobile avant de rejoindre la centrale. Je connaissais les voitures, j'aime les voitures, donc. Mais c'est un milieu qui est extrêmement vaste. Il y a beaucoup de choses à faire et surtout c'est un milieu qui déchaîne les passions. On va dire tout le monde est concerné et tous les Français sont concernés par ça. Et quand tu parles de la transition à l'électrique, on allume sa télé, on regarde en ligne, tout le monde est impacté par ça. On a un horizon, je crois que c'est 2035 pour ne plus vendre de voitures thermiques. Donc forcément, c'est un sujet qui est passionnant et c'est un sujet qui va forcément impacter la centrale fortement. À un horizon peut-être plus lointain que les vendeurs de véhicules neufs, parce que nous on est essentiellement sur le marché de l'occasion, mais forcément on est en train de réfléchir à comment ça va nous impacter à long terme, et on est en train de voir comment on priorise ces sujets en interne de façon à offrir la meilleure expérience pour nos acheteurs pour faire le choix de l'électrique. Donc il y a beaucoup de questions, plein de choses comme si je te dis un véhicule qui consomme 5 litres au 100, toi tu dois savoir à peu près, en tout cas la majorité des Français savent que c'est un véhicule qui est plutôt économe. Bien sûr. L'équivalent en électrique, c'est très compliqué et personne ne le sait. Donc en fait, quand on arrive sur la centrale et qu'on doit choisir un véhicule électrique, ce qu'on souhaite, c'est l'accompagner au mieux pour qu'il fasse son choix en conscience et avec tous les éléments.
Et du coup, c'est un aspect du marché qui bouge énormément. Mais il n'y a pas que celui-là, il y a aussi les prix des véhicules qui fluctuent beaucoup et en tout cas qui ont beaucoup augmenté par rapport à ce qu'on connaissait avant. On va dire, je ne connais pas les tendances marché, mais en tant que consommateur, je vois très bien qu'un véhicule à 40 000 euros, c'était à peu près ce que j'achetais la moitié du prix avant. Et du coup, j'ai un peu du mal à le comprendre. Mais aussi, je comprends qu'il y a de manières différentes d'acheter un véhicule. Le leasing est beaucoup mis en avant. On parle aussi du leasing social, beaucoup en ce moment pour pouvoir déclencher ces achats de véhicules électriques. À quel point le marché du neuf va du coup perturber le marché de l'occasion. Voilà, c'est un milieu très complexe, on va dire, l'automobile, et dans lequel il y a beaucoup de changements qui s'inscrivent sur la longueur aussi, donc sur lequel il faut que la centrale se positionne au mieux. Ok, ouais, vous adaptez. Et j'entends un exercice de pédagogie qui est intéressant, je pense, dans un secteur qui bouge beaucoup. Très clair. Peut-être un dernier sujet, j'en ai parlé un petit peu avec Ludovic du Bon Coin que j'ai lu il y a pas longtemps. Et le Bon Coin, c'est une boutique que tu connais bien. C'est l'enjeu de peut-être de la confiance, de la sécurité. Comment vous y prenez aussi pour générer de la réassurance et de la confiance, à la fois peut-être côté vendeur, avec un acheteur et s'assurer que l'acheteur, in fine, va bien acheter le véhicule en bonnes conditions, et peut-être côté acheteur qui ne se retrouve pas avec un produit qui a des vis cachées, par exemple, ou je ne sais quoi. J'imagine que dans les sujets de marketplace, c'est souvent on a une équipe dédiée sur la partie trust et ça se passe essentiellement sur la page détail de l'annonce, dans lequel il y a énormément de choses sur lesquelles on peut apporter des éléments de réassurance. Et il faut aussi être assez synthétique parce que sur tous ces éléments, il y a un équilibre assez compliqué à trouver. Il y a des garanties, et quand on parle de garantie, il y a la garantie constructeur, il y a la garantie du vendeur, il y a les services additionnels, il y a, voilà, il y a plein de choses. On peut avoir accès à un historique du véhicule parce qu'on connaît son immatriculation. On est capable de donner plein d'éléments qui peuvent rassurer sur le fait que c'est un véhicule qui a été bien entretenu. On parlait de l'électrique, il y a plein de choses qu'on peut raconter, etc. Donc l'idée, c'est de donner tous ces éléments-là aux acheteurs quand ils passent à l'achat, mais aussi de comment on les présente, comment on valorise, comment on valorise aussi les vendeurs qui font l'effort de nous donner tous ces éléments pour valoriser leur véhicule sur la plateforme. Et du coup, oui, c'est un sujet essentiel pour nous, on va dire la confiance et le trust sur la plateforme. Et on a beaucoup d'éléments, on a la chance dans le milieu automobile d'avoir beaucoup d'éléments à montrer pour prendre la parole là-dessus. Mais par contre, comment on met bien en avant, comment on le synthétise pour l'utilisateur et l'utilisateur novice comme l'utilisateur expert. Chouette. Peut-être pour se projeter un petit peu dans l'avenir, on parlait tous les deux en off de l'impact de l'IA à venir. Là aussi, peut-être pour sortir purement du contexte la centrale, comment tu vois l'IA impacter le domaine, impacter le sujet des marketplaces, qui est un sujet du coup que tu connais bien. Là-dessus, voilà, quelle mouvance tu vois, qu'est-ce que vous avez envie, qu'est-ce que tu observes, qu'est-ce que tu as envie d'expérimenter demain, où tu te dis ça va avoir réellement, ça va apporter des évolutions fortes. Ouais. En ce moment, on regarde deux aspects. Il y a comment on apporte des évolutions à nos produits qui sont dopés à l'IA, ou en tout cas augmentés à l'IA, identifier les fonctionnalités qu'on n'aurait pas été capable de développer sans cette technologie-là, ou en tout cas qu'on ne serait pas capable de faire à cette vitesse-là. Et il y a un aspect purement dans notre métier, comment on devient plus productif, comment on crée le product manager de demain, le product manager augmenté. Spécifiquement peut-être d'abord pour la partie pur produit et marketplace comme tu disais, je crois que l'IA ça va révolutionner forcément comment on interagit avec une marketplace et ça faut qu'on s'y prépare. C'est même un changement qui n'est pas forcément voulu par les marketplaces, mais qui va être révolutionné par les agents, par le mode conversationnel, donc qui va s'imposer à nous, et donc sur lequel il y a des menaces, mais aussi des opportunités. Bien sûr. Ce que je pense, c'est qu'il y a tout un domaine où on a mis beaucoup d'efforts
côté marketplace pour découvrir des nouveaux articles ou découvrir des nouveaux véhicules dans lequel la centrale, faire ses recherches, etc., dans lequel les agents et le mode conversationnel va nous dépasser, nous surpasser, et donc là-dessus, on sera peut-être moins pertinent. En revanche, on a des marques fortes, et les marques fortes, elles sont bien référencées par ces acteurs-là, par ChatGPT, par Gemini, etc. Donc en fait, on a un atout, c'est qu'on va être sûrement très bien référencé par ces outils-là. Et la question qu'on se pose, c'est jusqu'où ils vont aller dans la chaîne de valeur, en fait, ces IA. Et ce qu'on se pose déjà avec Google, on peut faire le parallèle avec le SEO. Est-ce que Google va se positionner comme un apporteur d'affaires et va se connecter avec tous les vendeurs de véhicules de France? Non, il l'a pas fait, il a cette spécialité au marketplace, donc on pense qu'il y a encore il y a un rôle à jouer, mais à s'intégrer différemment voilà, donc ça va forcément nous faire évoluer, mais je vois aussi beaucoup d'opportunités sur de nouveaux services et de nouveaux services sur la chaîne de valeur, ce qu'on va pouvoir développer et qu'on ne pouvait pas faire avant. On va pouvoir par exemple transformer nos acheteurs de fins négociateurs assistés à l'IA. Donc c'est des services complémentaires qu'on peut offrir sur la plateforme et du coup des opportunités peut-être plus que des menaces. Ouais, non, mais c'est clair, je pense qu'il faut rester positif. Après, peut-être qu'il y a un point qui va aussi changer les choses. Comme tu dis, c'est le point d'entrée. Parce que la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que peut-être que la réponse c'est les deux. Comme aujourd'hui, on peut rentrer via Google ou on peut rentrer directement via votre URL. Oui, c'est déjà un nouveau point d'entrée. Ouais. À quel point ça va remplacer, à quelle vitesse ça va le remplacer. Je pense que le point d'entrée, ils sont en train quand même de changer la donne. Donc, quand on voit l'accélération de l'adoption de ce genre d'outils, on est obligé de constater que c'est un point d'entrée important pour arriver sur la centrale. Et d'ailleurs, on y travaille déjà sur comment on optimise notre présence sur ces outils-là. Ok, très clair. Et du coup, sur le métier de product, Oui. t'en parlais. Quelles évolutions tu vois, comment peut-être booster le métier à l'IA et sur quel pan est-ce que vous avez testé aussi, vous avez testé des choses Je pense qu'on a cette conversation à chaque fois que je vais à l'extérieur de la centrale. On discute de ça avec tous nos homologues, tous ceux qui sont en train qui ont des équipes produits, sont en train d'essayer d'imaginer le product manager augmenté de demain, ont de la pression peut-être de leurs investisseurs pour être encore plus productifs parce qu'on a ces outils-là, donc tout le monde est en train de penser à ça. Et je trouve que la difficulté, c'est de ne pas s'éparpiller, de ne pas essayer de tirer dans tous les sens et de trouver les vrais projets à valeur ajoutée qui vont permettre de créer le product manager augmenté. Et en fait, il y a tellement de choses que l'IA est en train de révolutionner. On peut être plus productif, on peut aussi être plus créatif, on peut avoir plus de savoir, on peut apprendre plus vite, on peut développer de nouvelles skills, on peut prototyper, on peut vibe coder. Donc finalement, ça ne peut que nous convaincre que le métier de product manager dans quelques années, ce sera plus le métier de product manager genre maintenant. Donc c'est comme ça on essaye de voir la chose, et ce qu'on essaye de faire, c'est sur tout le user journée du product manager, du discovery jusqu'à la delivery et tout ce que ça comporte, identifier là où il y a le plus de valeur ajoutée, d'utiliser l'IA pour être plus productif. Ouais, c'est IAisable. Ouais, IAisable, comme tu dis. Et c'est pas évident parce que en fait, on fait énormément de choses. Je pense que c'est pas le métier le plus facile aussi à automatiser, à augmenter avec l'IA, parce que c'est un métier qui on a du mal peut-être un peu du mal à identifier qu'est-ce qui est répétitif, alors que dans d'autres métiers peut-être administratifs, il y a des évidences. Donc on se cherche beaucoup là-dessus, mais il y a quelques use cases que, à mon avis, toute l'industrie est en train de regarder. On parlait de comment on analyse les feedbacks utilisateurs, comment on les collecte, les feedbacks utilisateurs. Tout le monde a lancé ses agents là-dessus. Il y a de la donnée disponible, il y a beaucoup de frustration, donc c'est vraiment un use case très, très évident sur lequel travailler. Donc c'est ce genre de use case sur lequel on est évidemment en train de travailler, un peu comme tout le monde, mais à la fois on essaie de trouver, d'avoir une réflexion qui va un peu au-delà et se dire voilà,
on veut pas aller dans tous les sens, on veut focus nos efforts sur des choses qu'on va Sur ce qui est vraiment proche. craquer et pas un petit agent qui finalement va pas être très utilisé en interne. Voilà, trouver vraiment la valeur, un peu comme on priorise un produit finalement. Ok, chouette. David, merci pour cet échange. On arrive en fin d'épisode. J'imagine si l'auditoire a des questions, sur LinkedIn, tu es joignable ou à minima. Je ne sais pas si tu vas te faire arroser de messages, mais J'espère. mais voilà, peut-être donner du feedback. Feedback is a gift, comme on dit là-dessus sur l'épisode. Mais voilà, j'imagine que tu es joignable sur les réseaux. Ouais, évidemment, joignable sur les réseaux. Aussi avec Advisory, on a la chance d'être connecté avec pas mal de monde dans le métier, donc forcément quelque chose qui m'intéresse. Et puis sur ce sujet du product manager augmenté, sur ces sujets de la marketplace, moi je me ferais un plaisir d'échanger avec les personnes qui peuvent me contacter. En tout cas, joignable et avec grand plaisir que je répondrai aux questions que vous pourrez recevoir ou que je pourrais recevoir directement sur LinkedIn. Chouette, merci beaucoup pour ton partage. C'est très riche et voilà, commentez, apportez-nous des infos ou des réactions si vous avez des réactions sur le product manager augmenté ou comment faire la marketplace de demain ou la marketplace augmentée à l'IA, parce que a priori on se dirige plutôt vers ça aussi. Et du coup, David et nous restons disponibles pour ce faire. Encore merci David. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cet épisode de Product Leader Stories vous a plu, je vous conseille de vous abonner à votre plateforme d'écoute favorite telle que YouTube, Spotify. Ça vous permettra d'être alerté et de pouvoir visionner automatiquement les prochaines sessions. Si vous rencontrez une problématique produit ou autour de votre organisation produit, Advisory et moi-même, nous tenons à votre disposition pour échanger sur le sujet et ça sera un grand plaisir de vous accompagner. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode de Product Leader Stories. Allez, bye!